Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans Cœur de patrimoine, des conseils également, bien évidemment. Beaucoup de conseils, notamment fiscaux aujourd'hui, puisque si vous l'avez pas déjà fait, bien notez que le 11 avril prochain s'ouvrira la campagne de déclaration de vos impôts, campagne 2024 sur les revenus 2023. Et c'est toujours sympathique de se plonger dans ce que nous réserve l'administration fiscale pour voir s'il y a des surprises, des points d'attention particuliers à relever au moment de déclarer donc ces revenus. Et pour nous guider, un expert, un des meilleurs, Jérôme Barré, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être présent sur Radio Patrimoine pour le cabinet Yard. Ça y est, ça va y être, on va dire, c'est lancé cette saison 2024. Vous avez déjà tout dit, jeudi c'est l'ouverture des hostilités si je puis dire, et depuis déjà plusieurs jours et jusqu'à la fin du mois d'avril, en principe vous allez recevoir les documents préimprimés, justement pour pouvoir répondre aux questions de l'administration, impôt sur le revenu et puis des éléments sur l'IFI pour ceux qui y participent. Alors le principe c'est que la télédéclaration, c'est ce que l'on doit faire, c'est-à-dire avoir chez soi un ordinateur qui permet de répondre. On pourra toujours répondre par papier, sur le papier, mais c'est pas la règle, et c'est pas la règle que le législateur veut mettre en place. Faut être ou très vieux, ou primo-déclarant, ou justifier du fait que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas accès à Internet, c'est ça ? Très vieux sûrement, je fais attention et il faudra que je me rase la prochaine fois. Mais et puis alors, soit on arrive de l'étranger, et puis on arrive en France, on n'a rien, ou alors on rentre dans l'arène des nouveaux déclarants, et à ce moment-là, vous devez effectivement fournir les informations, parce qu'on n'a pas de numéro de télédéclarant, de sociétaire, diraient les assurances mutuelles. Et donc à ce moment-là, vous devez passer par le papier. Bon, voilà. Comme chaque année, il y a un calendrier à retenir, c'est ça ? Il y a un calendrier. Toujours les numéros de département qui comptent. Voilà, vous avez de l'Ain jusqu'à la Corrèze, c'est je lis mes petites notes jusqu'au 23 mai. Le 30 mai pour la Corse à la Meurthe-et-Moselle. Ensuite, le 6 juin de la Meuse au Val d'Oise, et y compris les DOM-TOM. Donc, et ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous remplissez une déclaration papier, vous êtes un peu plus tôt, puisque vous êtes le 21 mai, c'est même avant, pour ne pas encombrer le système, si je puis dire, parce qu'il y aura un traitement papier avant le 23 mai. Et tout ceci doit avoir lieu avant minuit. Le principe, c'est que si vous ne déclarez pas à temps et à l'heure, vous pouvez avoir 10% de pénalité de retard pour défaut de déclaration, retard de déclaration. Alors, ces derniers mois, enfin ces dernières années même, on peut dire, il y a eu une prise en compte de l'inflation. Ça va être le cas encore cette année pour soulager un petit peu ? C'est la deuxième année. Alors c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on augmente les tranches et qu'on fait rentrer plus de gens, ou de contribuables, dans la cellule taxable. Mais en fait, c'est le contraire. L'année dernière, on avait tenu compte de l'inflation à hauteur de 5,4%. Cette année, c'est 4,8%, ce qui veut dire que si les entreprises, à la demande des salariés, ont pu augmenter les salaires pour leurs troupes, eh bien, l'augmentation ne va pas forcément, dans la limite qu'on a évoquée, 5,4 pour l'année dernière et 4,8 pour cette année, eh bien, ces personnes ne verront pas leur impôt augmenter, voire elles ne rentreront pas dans les tranches dans lesquelles elles ne voulaient pas rentrer, ce qui est quand même plutôt favorable. Ce qui fait que pour plusieurs années, c'est 10,20%. C'est quand même pas mal. C'est pas neutre. C'est pas neutre sur bon, ça, c'est pour le barème, comme on dit. Est-ce qu'il y a des ajustements sur d'autres taxes ? Alors non, il n'y a pas d'ajustement pour l'IFI. Si les ajustements que l'on verra probablement, c'est sur les taxes locales, puisque vous savez qu'elles ont fortement augmenté ces dernières années, et on craint que cette année, il y ait encore des augmentations pour diverses raisons, soit parce qu'on vous ait rattrapé, la patrouille vous a rattrapé pour des sujets que vous n'auriez pas déclarés, soit parce que les municipalités, les communes ont besoin de trésorerie. Bon, on parlait des ajustements sur les seuils, sur les cadres, sur les taxes. On aura peut-être l'occasion justement un jour de gloser un petit peu sur les différents plafonds fiscaux qui n'ont pas été augmentés. On pourrait notamment parler des 152 500 € de l'assurance vie qui commence à sérieusement dater. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a des nouveautés, Jérôme, en matière de revenus professionnels cette année ? Alors, sur les revenus professionnels, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un clash ou un manque ou un raté sur la reformulation d'Airbnb qui était jugée une pépite, et le législateur a voulu, à l'origine, favoriser, enfin du moins orienter ce régime d'une façon différente, et finalement la loi est venue écraser tout ce qu'il y avait, donc le gouvernement a pris une mesure intermédiaire, et si vous êtes dans le cas de propriétaires
qui disposent de meublés touristiques classés non professionnels, déclarant au micro-BIC, et à condition que ceux-ci soient dans des zones marquées par des zones non tendues entre l'offre et la demande, et donc si votre chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 euros, vous aurez droit à un abattement forfaitaire de 92%, alors que sinon l'abattement forfaitaire est de 71%. Et justement, ce qu'avait voulu le législateur, c'était le ramener à 50% comme de manière ordinaire. Donc aujourd'hui, profitons-en et regardez bien dans quelle situation vous vous situez. Donc ça, c'est pour les locations meublées. Enfin, c'est pour les locations meublées. Touristiques, quoi. Exactement. Airbnb et Britel. Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres modifications en matière professionnelle ? Le deuxième sujet, c'est que lorsque vous étiez indépendant, et dans le passé, il y a très longtemps, avant que notre présidente de la BCE intervienne, Madame Lagarde, eh bien, quand vous étiez professionnel, vous deviez passer par une association de gestion agréée ou un centre de gestion agréé, selon que vous étiez un indépendant ou une entreprise, un artisan. Et si vous ne recouriez pas à ce mécanisme, en fait, vous étiez imposé sur 100% de vos revenus. Ce qui était logique d'une certaine façon, mais ce qu'on voulait, c'était valider un chemin qui permettait de démontrer qu'il y ait un filtre et que ce filtre puisse donner des fruits sur le plan fiscal, c'est-à-dire qu'on regardait paisiblement votre déclaration préalablement. Madame Lagarde a changé le système et le système est devenu que lorsque vous n'aviez pas déclaré, vous n'étiez pas passé par une association de gestion agréée, la taxation n'était pas sur une base 100, moins 20%, mais était sur une base 100, plus 25%. C'est-à-dire que si vous vouliez éviter les 25%, il fallait passer par une association, un centre de gestion agréé. Alors, la plupart du temps, chacun le faisait, c'est pas des coûts gigantesques, et c'était une véritable aide comptable et juridique sur un certain nombre de points, surtout comptable et fiscal. Mais la question se posait pour les personnes qui pensaient être en déficit, qui subissent éventuellement un redressement et qui se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Donc, à partir de cette année, ce mécanisme a été échangé. Et donc, on n'a pas besoin de passer par une association de gestion ou un centre de gestion agréé pour éviter cette surtaxe, si je puis dire, en base de 25%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par une association ou un centre de gestion agréé qui, pour des prix relativement modiques, vous aide quand même à orienter votre déclaration, mais vous n'avez plus besoin, vous ne serez pas sanctionné, si je puis dire, par ça. Parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs, peut-être y en a-t-il qui ont décidé de céder au chant des sirènes des cryptos. Et on sait qu'il y a eu pas mal de mouvements sur la fiscalité, sur la façon dont Bercy, finalement, lorgne ces crypto-monnaies. Alors, il faut demander à vos enfants, parce que c'est surtout les jeunes, les très jeunes, qui si je puis dire, sont attirés par les crypto-monnaies et qui d'ailleurs s'enrichissent. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était que les crypto-monnaies. Maintenant, ça y est, on le sait, et on est capable de dire, enfin, on le sait, on croit le savoir, mais je pense qu'on le sait sur le plan fiscal, et on est capable de dire maintenant que les crypto-monnaies vont être taxées au plus-value au taux normal, c'est-à-dire à 12,8, plus la CSG 17,2, ce qui veut dire qu'on sera bien au taux, à la flat tax de 30%. La particularité aussi, c'est que si vous êtes dans un régime de gain en capital, de plus-value, vous pouvez aussi, et ça c'est nouveau pour les crypto-monnaies, opter pour le régime de l'impôt sur le revenu pour la fraction des 12,8. Ce qui veut dire que votre tranche marginale d'impôt sera inférieure à 12,8 pour que ce soit intéressant, d'une part. Et d'autre part, il faut voir que cette option, si vous la prenez en principe, elle est valable pour tous les engagements que vous avez en matière de gain en capital. Donc il faut être prudent. On rappelle que les cryptos, c'est taxé à partir du moment où on revient en euros. Si vous avez des bitcoins et que vous décidez de les vendre pour acheter des Ethers, vous n'êtes pas taxé. C'est qu'au moment où on revient en euros. Parfaitement. Si vous restez sur la même nature Donc les parents ne prennent pas peur en voyant les gamins faire des allers-retours entre les différentes tant que vous jouez devises, sur le même terrain, ça ne change pas. C'est le moment où vous sortez du terrain et que vous passez au vestiaire que là, on va venir vous taxer. Allez, nous, on change de terrain et on parle de revenus fonciers. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Alors, sur les revenus fonciers, vous vous souvenez également qu'on a la possibilité, quand on a un déficit et que ce déficit n'est pas dû aux intérêts d'emprunt, notamment déficit sur travaux, d'imputer une fraction de ce déficit sur votre revenu global. C'est 10 700 euros par an. Ce qui veut dire que si vous avez un déficit qui dépasse ces 10 700 euros, ce déficit ne sera reportable non pas sur du revenu global, mais sur des revenus de même nature pour les années à venir pendant 10 ans. Cette année, à cause des problèmes d'énergie et du fait qu'on veut favoriser des travaux pour supprimer ces passoires thermiques ou dites thermiques, eh bien, on augmente la fraction qui va être imputable sur le revenu global et on la passe de 10 700 à
21 400, ce qui doit être à peu près le double, si je sais à peu près compter. Et, tout à fait ça. Et donc, cette augmentation, elle va concerner uniquement les travaux de rénovation énergétique. Mais c'est quand même considérable parce que ça s'impute sur le revenu global. Donc, ça vient diminuer votre base taxable. Si plus vous êtes taxé de manière élevée, et plus évidemment, cette augmentation va favoriser votre fiscalité. J'imagine qu'il y a des dates qui comptent dans ce Voilà, donc c'est pour les devis ou les travaux entre le 5 novembre 2022 et les paiements effectués entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, ce qui est assez court, donc il ne faut pas perdre de temps. Quoi de neuf du côté des réductions et crédits d'impôt ? Il y a des choses à noter ou pas ? Alors, des petites choses à noter dont on avait parlé, c'est-à-dire la réduction, si je puis dire, Coluche. La réduction d'impôt dite Coluche, qui était de 75% limitée à 1 000 €. Et également, on s'aperçoit qu'on a un patrimoine religieux qui est assez pléthorique. Et donc, on veut favoriser... et en pas très bon état. Et qui n'est pas en très bon état. Et donc, on augmente de 66 à 75% la possibilité d'avoir cette réduction d'impôt. Et également, donc, entre 2023 et jusqu'en 2025, ce sera peut-être reporté jusqu'au 31 décembre 2025, jusqu'à un maximum de 1 000 € par an. Enfin, on a aussi, c'est très anecdotique, mais quand même ça donne une tendance, c'est que on a augmenté les coûts d'achat et d'installation des bornes de rechange. Donc, pour ça, on a voulu proroger un système et on a un montant maximum de crédit d'impôt qui augmente, qui passe de 300 à 500 € par borne de recharge, mais qui se limite désormais à des bornes de recharge qui sont pilotables à distance uniquement, pas celles que vous avez chez vous et que vous démarrez avec votre petite main. On a l'habitude maintenant du prélèvement à la source. Ça y est, c'est rodé, c'est bien, il y a des changements. Alors, il y a des changements parce que vous vous souvenez que la difficulté, c'était d'avoir souvent la partie financièrement la plus solide qui payait l'impôt et financièrement la plus faible, le conjoint qui était le plus faible, qui ne payait pas l'impôt. Et puis finalement, tout ça est venu bouleverser le système et il a été difficile d'avoir des taux individualisé, il fallait travailler dessus. Donc le principe maintenant, c'est que le prélèvement à la source sera sur les taux individualisés pour chaque conjoint par défaut, à moins que ceux-ci ne choisissent un taux moyen et de conserver le taux moyen qu'ils avaient pour leur foyer fiscal. Bon, ça va encore faire des cases à cocher ou à décocher. Ça va encore faire des petits sujets dans tous les sens, effectivement. La grande nouveauté de la fois d'avant, c'était la déclaration des biens immobiliers. Et on se souvient qu'il y avait eu des ratés, des questions, des surprises. J'imagine que c'est reconduit. Est-ce qu'il y a toujours des surprises ? Alors là, le principe aussi, c'était de déclarer les éléments relatifs à sa résidence principale, et c'était de fournir un descriptif précis pour les taxes d'habitation, notamment maintenant pour les taxes d'habitation des maisons secondaires, puisqu'en principe, pour la résidence principale, ça n'existe plus, et donc d'indiquer les caractéristiques précise des biens immobiliers des propriétaires. Le but, c'est d'avoir la surface au sol, les piscines, l'abri de jardin, et on sait que l'administration a déployé des éléments pour retrouver ça, et notamment, elle a utilisé Géoportail pour retrouver... Oui, c'est des vols de drones, etc. Alors, oui, mais Géoportail, c'est extrêmement simple, je vous envisage... Et alors, vous regardez, parce que vous avez Géoportail, mais vous avez aussi le cadastre. Donc, si vous mixez le cadastre et Géoportail, vous pouvez voir ce qui a été déclaré de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très intéressant. L'administration s'en sert évidemment très vite. Alors, pour cette année, on a fixé une échéance au 1er juillet 2024 qui concerne les propriétaires dont les biens ont connu un changement. S'il n'y a pas de changement, on ne fait rien. On ne touche à rien. Dans l'état d'occupation, dans leur substance, ou en cas de location, si les locataires ont été renouvelés. En fait, tout ce qui va affecter le changement de biens va supposer que le 1er janvier, vous serviez cette déclaration au 1er janvier 2024. Et tout se fait sur son espace numérique ou là encore, certains peuvent s'en sortir avec du papier ? Le principe, c'est l'espace numérique, mais comme il y a eu justement beaucoup de bugs, eh bien, cette année, on aura quand même le droit d'aller prendre une feuille papier pour pouvoir remplir ce formulaire et qui sera disponible directement auprès des centres des finances publiques. Bon, on termine avec l'avis de l'expert. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cru 2024 ? C'est un cru finalement assez câble. Il y a des signes. Ce qui a été sur l'inflation, on va quand même pas dire que c'est mal, c'est très très bien. Et c'est pour une population importante, c'est non négligeable et c'est un signe. On aura toujours quelques petits soucis avec les déclarations immobilières. On peut regretter, vous en parliez tout à l'heure, que certains taux n'aient pas été augmentés, mais qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu, mais en matière de donation, de succession et de durée. Ce qu'on dira également, c'est que
l'administration va déployer, continuera à déployer, que ce soit le data mining, que ce soit des recherches. Et déjà, la déclaration, c'est un bon indice. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre déclaration, vous le voyez bien, si vous ne remplissez pas la bonne case, on refuse la page suivante, ou on refuse la quête suivante. Donc déjà, vous rentrez dans une forme de contrôle qui est un contrôle numérique. On se fait guider, enfin contrôler mais guider aussi. Hein. Mais c'est une forme de contrôle finalement, parce que le système est déclaratif, mais il est déclaratif encadré maintenant. Alors qu'avant, il était déclaratif pur, si je peux dire, comme le nominatif du même nom. Et dernier point, prenons garde à ce que, et on le fait tous, c'est pas la dernière minute qu'il faut remplir sa déclaration, parce que là, c'est l'encombrement. Et même avec un chausse-pied, vous risquez de rater des échéances. Alors, l'administration, elle n'est pas forcément mauvaise mère dans ces cas-là. Mais si vous êtes coutumier du fait de tous les ans, elle viendra vous le dire, et ça, c'est pas forcément très agréable. C'est sûr qu'il faut mieux tout de suite jouer franc jeu. Si on a eu un pépin, on le dit, voilà, j'ai validé à 8h et pas du matin et pas à minuit parce que ça buguait. Et de toute façon, ils le savent. Et si c'est la première fois, ils sauront... être attentif. Ce qu'on remarque aussi, c'est que si vous déclarez dès à présent, dès le 11, c'est-à-dire jeudi, et que vous avez une modification à faire, ou même si vous n'avez pas de modification et qu'il manque un élément, l'administration vous répond extrêmement vite, avant même que vous ayez écoulé la période de temps qui était celle de votre période. Si on a un doute, on peut le faire tout de suite, poser une question. Voilà, et l'administration, pas forcément si vous avez un doute, d'ailleurs, simplement remplir la déclaration, et l'administration revient très vite sur vous. Même si vous avez encore du temps pour rectifier votre déclaration, puisque vous savez, cette année, on pouvait rectifier sa déclaration jusqu'au mois d'octobre 2023, enfin l'année dernière. Donc là aussi, après la date de clôture, si vous voulez dire. Voilà, et là encore, si vous le faites avant la date de clôture, l'administration aussi réagit très vite. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le penser, donc je ne suis pas un grand clerc, mais l'administration, avec le data mining, avec tous les éléments digitaux dont elle peut réagir en temps réel, si je puis dire, très rapidement. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Barré, le cabinet Yards, qui vous accompagnait pour cette déclaration d'impôt qui débute donc dans quelques heures maintenant. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu dans cette première de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, votre désormais rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Bonne journée. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.